merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir. J'ai eu l'occasion de venir une fois à l'occasion des débats qu'il y avait eu autour de l'ouvrage que tu dirigeais, je pense, sur les sources du droit, que vous co-dirigez. Voilà. Donc c'était un lieu évidemment qu'on ne peut qu'apprécier, parce que c'est un lieu de rencontre des disciplines. Donc merci à vous, merci à Daniel également de m'avoir mis en contact, tout simplement. Donc en effet, c'est un domaine de recherche que j'explore depuis peu. Bon, je suis engagé depuis peu à plein temps à l'université. Et donc je souhaite tout simplement étendre mon champ d'activité pour entraîner des projets de recherche qui, je le précise, ne devraient pas entraîner que moi. J'espère au contraire pouvoir attirer des vocations, c'est le but. Puisque la base de mes recherches, finalement mon domaine de recherche privilégié, c'est plutôt l'histoire des pénalités. Je m'intéresse sur la peine capitale en Belgique au XIXe siècle. Je me suis un petit peu penché sur l'histoire de la profession d'avocat et maintenant donc, sur l'histoire de l'enseignement du droit. Je voudrais d'emblée commencer par vous expliquer comment j'en arrive là, parce que ça me paraît important de saisir les motivations du chercheur, pour comprendre aussi sans doute où il veut aller, où faire aller. Alors, la première chose, c'est que, vous le savez sans doute, entre mon université d'origine et l'université où je suis engagé, eh bien, il y a une différence de culture, de tradition, entre Louvain et l'ULB, entre Louvain-la-Neuve et l'ULB. Aussi, l'une des premières interpellations qui est la mienne, elle naît de cette confrontation culturelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, enfin, on a des images, des clichés, il faut aller aussi au-delà des clichés plus tard. Donc première chose, cette confrontation. Cette confrontation, je vais quand même rentrer dans un point de détail qui m'a interpellé d'emblée, ça va faire sourire Daniel, je pense, c'est la prégnance d'un discours identitaire à l'ULB, en particulier la spécificité, je parle de la fac de droit en tant que telle, la spécificité de la tradition inscrite dans cette histoire de la faculté, ou cette histoire prétendue, hein, je suis en recherche, à savoir l'importance de l'école dite de Bruxelles, hein, qui est très très prégnante, y compris dans les enseignements de théorie du droit, où cette école de Bruxelles est mise en avant. Et puis il y a évidemment celui qui s'investit dans ses cours dans un temps donné, qui est engagé dans un temps donné, c'est le temps de la mise en œuvre du décret paysage, qui doit nous interpeller sur ce que nous faisons avec nos étudiants, ce que nous voulons en faire, ce que le politique voudrait que nous en fassions. Et évidemment, mon interpellation est d'autant plus vive que, évidemment, on ressent, et on le ressent tous, la succession des réformes. Et donc, après la réforme, évidemment, de Boileau, qui est à peine accomplie. Donc, voilà qui me conduit à m'engager dans ce domaine. Et puis, il y a un aspect, je dirais, heuristique, qui est lié à mon travail sur l'histoire de la profession d'avocat, en ce sens que, forcément, mes recherches m'ont conduit à trouver des documents qui mettent en avant les relations entre le barreau de Bruxelles, en l'occurrence, et la formation universitaire. Donc, ça c'est dans l'ordre des motivations. Alors, évidemment, l'historien du droit que je suis s'intéresse peut-être forcément, naturellement, à l'histoire de l'enseignement du droit, puisqu'évidemment tout cela est évidemment, naturellement imbriqué. L'évolution de l'enseignement du droit est en fonction de l'évolution du droit et des institutions. Alors, je voudrais maintenant procéder à un petit état de la recherche, voir un peu où on en est, en Belgique. Je ne vais pas m'étendre au-delà. Vous avez vu le cas français déjà, lequel je ne vais pas. S'agissant de la recherche sur l'enseignement du droit, la formation des juristes, nous en restons
pour l'essentiel, un constat qui a déjà été fait en 1990 par Raf Verstegen de la KUL, qui écrivait en première ligne de sa contribution au mélange Guido van die Voet. Donc nous sommes en 1990. L'histoire de l'enseignement du droit pendant le 19e et le 20e siècle est encore à écrire. Ceci dit, il posait ce constat dans une perspective européenne. Et il se référait notamment aux fameuses Handbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte de Helmut Kochhorn, et qui ne parle pas de l'enseignement du droit au XIXe siècle. Et il évoque aussi, alors par contre, ici, un début de recherche. À ce moment-là, les recherches entreprises dans le cadre de la Société pour l'histoire des facultés de droit, qui est créée par Stéphane Riels, connu par les théoriciens du droit, les publicistes, historiens des institutions. Donc nous sommes en 1984 et Stéphane Riels vraiment introduit un projet de systématisation de l'histoire du droit, de l'histoire de l'enseignement du droit, pardon, en posant vraiment des voies de recherche. Qui enseigne, où enseigne-t-on, dans quel lieu, le rapport géographique, quand enseigne-t-on, comment enseigne-t-on, à qui enseigne-t-on, etc. Donc, voilà, la formulation de premières questions de recherche en voie d'une systématisation du travail sur l'enseignement du droit. Bon. Donc, ça, ce constat-là qui est posé en 1990, il est en gros aujourd'hui plus ou moins, il serait en gros le même. Alors on peut prendre des travaux, pour les travaux s'agissant du 19e siècle, je ne me concentre pas, je me concentre sur le 19e, 20e, et c'est bien le constat de Raf Verstegen. Pour le 19e siècle, on a des travaux de Fred Stevens, que vous connaissez sans doute, à peine émérite maintenant de la KUL, et qui vient d'ailleurs de produire avec Laurent Walkens, bien sûr également de la KUL, une Geschiedenis van de Leuvense Faculteit. John Gillissen, pour l'ULB, la VUB, 19e siècle, l'ULB bien sûr. Pour Saint-Louis, bref, vous avez sans doute entendu parler. Je mentionne pour le 19e siècle un mémoire inédit, oui, parce qu'il faut rentrer jusque dans les inédits pour trouver des choses. Mais ici, quelque chose d'intéressant, justement comme voie de recherche originale, c'est une Sociographische Onderzoek van de Studenten in de Rechten aan de Gentse Universiteit. Donc voilà un aspect de sociologie qui est introduit dans la recherche en histoire de l'enseignement du droit, inédit de 1976. Pour le XXe siècle, alors Gillissen, ULB et VUB, la naissance de la VUB étant abordée bien sûr pour ce siècle-là, de Pau pour la VUB également. Et alors on peut aussi rajouter d'autres travaux inédits, mais qui sont des sources de travail, qui sont au moins des explorations. Ce sont les travaux de Van die Voet lui-même, c'est pas pour rien évidemment que Raf Verstegen travaille sur ce sujet dans ses mélanges. Et alors, sujet qui est peut-être un peu plus traité parce que c'est un moment de crise tout à fait particulier et qui a sans doute un impact sur l'identité de l'Université libre de Bruxelles. C'est la question de l'université dite nouvelle. L'université nouvelle sur laquelle je reviendrai puisqu'elle fait partie, j'en parlerai, elle fait partie de ma communication ici avec vous. Donc sur l'université nouvelle, on retrouve Gillissen comme historien du droit, Francine Noël, étudiante en histoire pour un mémoire. Et alors, un mémoire tout à fait récent qui vient d'être remis en septembre de Virginia Ogne également. Alors, pour les régimes antérieurs, c'est-à-dire avant 1830, nous avons quelques publications de George Bigwood, praticien, qui se donne praticien et académique de l'ULB, sur les régimes français. Borchgrave van der Schuren sur les universités sous Guillaume Ier. Et puis alors, évidemment, on a la très longue durée, mais abordée de manière très large, avec Godin, Philippe Godin,
de Leuven puis... Pardon ? C'est des bons souvenirs. Voilà, oui, bien sûr. Donc de Leuven puis de Louvain-la-Neuve. Et Brans également. Bon, donc il y a des choses, hein, bien sûr, mais enfin, il y a des choses, mais peu de choses, en fait. Si je prends Goding, en fait, pour la très longue durée, en fait, il y a 6 pages du journal des tribunaux. Hein. Mais ça part de 1425 jusqu'au jour concerné, vers les années 70. Alors, ceci dit, on peut quand même prendre en considération des développements récents. Il se fait que moi, c'est parti vraiment de ces interpellations dont je vous parlais. Et puis je constate que, non, je ne suis pas le seul. C'est que quelque part, évidemment, quand on a une idée qu'on croit originale, on rentre dans un courant, évidemment, et tant mieux. Tant mieux, on n'est pas seul. Je le constate d'autant plus que vous êtes intéressé à la question. Alors, en perspective historique, par ailleurs, avec Jean-Louis Alperin déjà, et puis aujourd'hui avec moi. Et puis il y a le mouvement qui naît des commémorations. Alors les commémorations, c'est toujours... ça peut être un lieu d'exploration qui est parfois limité, mais c'est aussi un momentum pour la recherche. Hein. C'est un temps parfois une parenthèse dans laquelle il faut s'engouffrer. C'est ce que fait l'équipe de Dirk Erbout à Gand, en vue des commémorations du bicentenaire de l'Université de Gand en 2017. Et donc, Dirk Erbout qui développe avec certains étudiants des explorations dans le domaine. On a déjà eu un peu plus tôt un ouvrage sur l'histoire de la faculté de droit, 1817-1940, avec Lisbeth van der Steen en 2009, donc c'est assez récent. Et tout récemment, avec Dirk Erbout, un mémoire de Lieven de Wisch sur la période 40-2005, qui complète donc l'ouvrage de Lisbeth van der Steen. 2009 également, et qui est inédit. Et puis, apparemment, mais elle devait être là cet après-midi, mais je m'en vois pas. Peut-être qu'elle nous rejoindra. Nathalie Toussignan. Elle donne cours. Ah, d'accord. Parce qu'elle m'a dit qu'elle viendrait. Mais donc, oui, Nathalie Toussignan qui me disait que, elle allait poursuivre des explorations dans ce domaine dans le cadre de son semestre sabbatique, qu'elle fera partiellement à l'Institut for Geschiedenis avec Dirk Erbout. Donc voilà, elle m'a remis son projet qui était enseigner le droit dans les universités belges 1817-1914, état de la question et études de cas de l'Université de Gand, bien entendu. Donc voilà une tendance dans laquelle je suis heureux de m'inscrire et que je vais essayer à ma mesure de développer. Enjeux et voies de questionnement. Alors, encore une fois, j'en suis au balbutiement. Je ne suis pas au bout de mes réflexions, et d'ailleurs, le bout, ce sera beaucoup plus tard. Je ne peux pas être le seul à déployer ces questionnements. La première chose, c'est l'évidence pour bien travailler sur une histoire de l'enseignement du droit en Belgique, c'est de travailler en perspective comparée, parce que sinon il n'y a rien qui va en ressortir. J'en suis persuadé, voire même dans le cadre européen. Ce qui me paraîtrait d'autant plus intéressant que ça nous permettrait aussi de travailler dans une perspective qui n'est pas seulement la perspective historique, mais une perspective prospective, si je puis dire, dans la mesure où on est quand même dans ce temps d'harmonisation des études supérieures universitaires. Donc pourquoi ne pas travailler dans cette perspective? J'ai observé qu'il y avait bien une European Law Faculties Association qui était plus ou moins active et qui pouvait peut-être être réceptive d'ailleurs à des développements sur l'histoire de l'enseignement du droit en Europe. À voir. Pour moi, il s'agit de saisir donc notamment les enjeux sociétaux qui sous-tendent l'évolution de la formation du droit et les discours sur la formation des juristes dans la longue durée, en ce qui me concerne 19e, 20e siècle, en appréhendant la formation en droit comme
l'un des éléments majeurs de la construction d'un groupe social, socio-professionnel, appelé à structurer de manière plus ou moins importante selon la période considérée les organes politiques, administratifs et judiciaires. Donc on est pleinement dans l'histoire des institutions, mais l'histoire des institutions, je dirais à une sauce moderne, hein, bien sûr. Donc il s'agit d'approcher la construction du juridique. J'aime employer le mot construction parce qu'il y a un aspect d'histoire des représentations qui me paraît être nécessaire. Donc dans la déconstruction des discours, le point de vue que le politique a sur l'université, le point de vue que l'enseignant a sur l'université, le point de vue que l'opinion publique a sur l'université, le point de vue que les étudiants ont sur l'université. Évidemment, tout ceci doit donc entraîner la mobilisation de sources diverses et variées, mais à l'énumération de ces acteurs, on peut imaginer quelles sources pourront être mobilisées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, en fait, lorsque je suis venu avec l'idée de venir chez vous parler de l'histoire de l'enseignement du droit, j'avais dans l'idée que j'allais évoquer l'histoire l'évolution de l'enseignement du droit à l'ULB dans une période qui est plus ou moins celle de la Belle Époque. Antoine m'a suggéré d'introduire l'histoire de l'enseignement du droit de manière un peu plus large. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de vous donner quelques jalons, peut-être, mais je pense que certains seront connus de vous. Ceci dit, ça nous permet de saisir d'emblée un des enjeux fondamentaux de la période que je vais approfondir. Cet enjeu fondamental, c'est celui de la libéralisation de l'enseignement. Pour employer un terme un peu qui peut avoir une mauvaise presse, mais que je dirais ici, il peut avoir une bonne presse. En ce sens que le grand problème qui se pose dès l'indépendance et au début du XXe siècle, c'est l'obstacle à la création de nouveaux cours. On est dans une limitation du programme des études de droit, une limitation et un contrôle du programme. Contrôle du programme qui est évidemment l'effet de la nécessité pour le politique, l'État, d'exercer un contrôle sur l'accès aux professions libérales. Médecins principalement et avocats, bien sûr, puisque évidemment le barreau est la filière privilégiée des juristes, en particulier au XIXe et sans doute première moitié du XXe siècle. Donc ça, c'est vraiment l'un des grands points qui va conduire à ce temps de crise des années 1880-1890 à l'ULB, mais je pense que l'ULB n'est pas la seule concernée. Alors, je vais même dépasser le droit en vous montrant cet ouvrage que certains peut-être parmi vous connaissent et qui est en fait essentiel, je trouve, pour comprendre l'histoire de l'enseignement supérieur en Belgique au XIXe siècle. Un ouvrage de Peter Dont de l'université de Gand, apparemment traduit en français. Enfin, je dis traduit, oui. Et donc c'est bien en français. Un double compromis, enjeux et débats relatifs à l'enseignement universitaire en Belgique au XIXe siècle. Le droit n'est pas concerné par cet ouvrage, ou de manière tout à fait accessoire. C'est principalement la faculté de philosophie et lettres et la faculté de médecine, mais la lecture de cet ouvrage permet de comprendre que les problèmes qui se posent à la faculté de droit sont évidemment des problèmes qui dépassent la seule faculté de droit. C'est bien ce problème de la liberté de la constitution, de l'organisation des programmes qui pose problème, forcément, dans une société qui évolue, sur le plan social, sur le plan scientifique, l'émergence de nouvelles théories scientifiques, sur le plan politique, etc. Mais de toute façon, je reviendrai sur quelques aspects contextuels ensuite. Donc, quelques points de repère. Évidemment, je ne vais pas m'étendre à titre
très brief, à titre très bref sur ce qui précède le 19e siècle. Hein. Bon, vous le savez, c'est bien sûr l'université de Louvain qui est le monopole ou le quasi-monopole des études supérieures dans les Pays-Bas méridionaux, sous réserve de l'université de Douai, créée sous Philippe II, mais qui évidemment a une longévité qui n'est pas très importante, puisque en 1668, l'Artois passe sous domination française, avec Louis XIV. Avec ça, il y a un petit détail qui est intéressant, c'est de soulever l'importance de l'université de Bologne, qui, évidemment, l'université de Bologne, dont on connaît l'importance, dont on connaît l'importance dès le XIIe siècle, évidemment, dans la tradition juridique, mais qui va, dans les Pays-Bas, conserver un prestige très important et qui, la formation en droit à l'université de Bologne, va être considérée comme l'équivalent, comme il y a une équivalence des diplômes, si on veut. Donc on peut passer au barreau avec un diplôme de l'université de la faculté de Bologne. Et ça, on le verra jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, puisqu'on va voir certains avocats du début du 19e siècle, d'ailleurs toujours diplômés de l'université de Bologne. Donc voilà, pour la petite histoire, vous connaissez peut-être la place Jean Jacobs, hein, près du palais de justice. Jean Jacobs rappelle l'importance de l'université de Bologne pour les juristes, parce qu'il avait fondé, à la suite de la mort de son ou de ses filles, je ne sais plus, une bourse destinée justement à soutenir le voyage des étudiants, enfin des jeunes bruxellois vers l'université. Donc c'est une vieille tradition qui date en tout cas Jean Jacobs, on doit être sur le 16e, 17e siècle. Louvain donc, dans quasi-monopole, supprimé en 1797. L'enseignement du droit sous le régime français est assuré, ça vous l'aurez vu avec Jean-Louis Alperin, par des écoles de droit. Hein. Nous avons l'école spéciale de droit de Bruxelles, qui est fondée en 1806. Mais nous n'avons que cela pour les départements réunis sous le régime français. Et puis sous le régime hollandais, on repasse à une création de plusieurs universités, Gand, Louvain, Liège, universités d'État. Donc nous sommes dans un contexte où nous n'avons plus d'université libre, hein, au sens non étatique. Gand, Louvain et Liège, donc. Louvain n'est donc pas une université confessionnelle. 1830 et ses suites, après la Révolution. Tout d'abord, les jalons que je donne ici, ce sont tout simplement les jalons que reprend Ralph Verstegen. C'est la contribution de base sur les jalons législatifs et réglementaires s'agissant de l'enseignement du droit. Loi du 27 septembre 1835, loi organique de l'instruction publique. Suppression de l'université d'État de Louvain. Ça, c'est l'effet de la loi du 27 septembre 1835. Il faut dire que dès 1834, Louvain se recrée, mais par la voie libre. Hein, se crée en 1834 l'université libre, j'ai mis des guillemets évidemment, ne faisons pas d'anachronisme ou de confusion, l'université libre de Louvain, en ce sens qu'elle n'est pas étatique. Hein, elle se déplace de Malines à Louvain. Et donc évidemment, relativement, il y a une suppression de l'université de Louvain en fait, en tant qu'université étatique. Donc c'est l'université de Liège, l'université de Gand qui reste des universités d'État, et d'emblée le législateur fixe cet état de choses qui va poser problème. Il organise le contrôle des programmes. Et par ailleurs, il prévoit autre chose, et ça c'est l'organisation des examens, ce qui n'est pas sans importance, c'est l'organisation des examens devant un jury central. Un jury central qui est composé de membres des universités d'État. Vous voyez évidemment tout de suite le problème qui se pose au corps professoral et aux étudiants des deux universités libres. Je dis des deux, puisque évidemment l'université libre de Bruxelles, qui elle va s'intituler libre, hein,
en l'occurrence, comme vous le savez. L'Université libre est fondée en 1834 également. Donc, jury central, qui évidemment pourrait léser les étudiants des deux universités non étatiques. Le cursus en droit est le suivant. Une candidature en philosophie et lettres, une candidature en droit, 2 années de doctorat en droit, donc 4 années d'études. On ne parle évidemment pas de licence, je ne vous ferai pas l'histoire, vous la connaissez. Élément suivant, étape suivante, phase suivante du processus législatif, de l'évolution législative, loi du 15 juillet 1849. Voilà qu'on corrige le système des examens. Les professeurs des universités libres sont admis dans les jurys. Les jurys sont donc mixtes à partir de 1849. Ce que l'on voit apparaître également, et ce n'est pas sans intérêt, c'est quand même déjà l'apparition d'un élément, d'une prise de conscience de l'importance de la relation avec d'autres disciplines et de la création de nouvelles disciplines. C'est la formation du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Bon. Étape suivante, 1857. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est peu d'intérêt, confirme le système des jurys mixtes, etc. Par contre, la loi du 20 mai 1876 sur la collation des grades académiques et le programme des examens est plus importante, en ce sens qu'elle permet, et c'est manifestement une demande du monde universitaire, en tout cas d'une partie du corps professoral, c'est de porter à 2 ans la candidature en philosophie et lettres. Aussi, la loi de 76 autorise les universités à porter de 1 année à 2 années cette candidature en philosophie et lettres. Aussitôt, évidemment, on le voit dans les procès-verbaux de l'Université libre de Bruxelles, c'est oui, mais est-ce que les autres vont le faire? C'est le jeu de la concurrence. Si on le fait, il faut que les autres le fassent. Définition légale des grades et des programmes, c'est toujours, ça on est dans la lignée de ce qui précède. Ce qui est par contre plus fondamental, c'est la voie de l'autonomisation qui se présente, avec des jurys d'examen propres à chaque université. Et donc on entre dans une voie d'autonomisation où l'État entend confier aux universités le droit de délivrer des diplômes. Ceci dit, si l'évaluation des étudiants est donc laissée aux universités, abandonnée aux universités, il n'en demeure pas moins que le contrôle des programmes est entièrement laissé, gardé par l'État, conservé par l'État. 1890, loi du 10 avril 1890, là aussi répond à une demande de la plus grande partie du corps professoral, enfin en fait de l'ensemble du corps professoral de l'ULB, mais je ne connais pas le point de vue des corps professoraux des autres universités. Encore une fois, c'est que les études soient plus longues, plus approfondies, moins superficielles, c'est souvent le mot qu'on emploie. Et donc les partisans d'une 3e année de doctorat obtiennent que le programme, obtiennent qu'ils puissent le faire, obtiennent de pouvoir le faire. C'est facultatif, c'est comme la candidature en philosophie et lettres. L'année supplémentaire est facultative. Voilà, l'année du doctorat supplémentaire est facultative. Donc, il y a bien 2 années minimum, éventuellement 3 de doctorat. Mais on est bien dans ce mouvement où les universités, manifestement, essayent de pousser les études de droit vers plus d'approfondissement, et cet approfondissement se traduit notamment par la durée des études. Mais on va voir que ça se traduit évidemment dans d'autres aspects. Loi du 1er mai 1929, là on fait un grand saut dans le temps, puisque vous savez que des changements majeurs sont intervenus entre-temps. Changement dans la structure des grades et dans les programmes des examens, suppression de la candidature en droit, cette année de candidature en droit qui suivait la candidature en philosophie et lettres,
étant entendu que le contenu de cette candidature en droit passe à une candidature en philosophie et lettres, spécialement sur mesure pour les futurs juristes, dans l'ancien régime, celui qu'ont connu nos parents, en tout cas la plupart d'entre nous. Donc c'est la candidature de philosophie et lettres sur mesure pour les juristes. Et autre avancée, c'est qu'en 1929, cette fois, la loi prévoit que le doctorat passe à 3 ans. Donc nous sommes bien à 5 années d'études, 2 candidatures en philosophie et lettres, 3 années de doctorat. 1964, la compétence, et ce n'est pas sans importance, la compétence pour adapter les programmes légaux est déléguée au roi. Donc il y a bien une flexibilité qui est introduite dans l'adaptation des programmes à l'évolution des matières juridiques, évidemment. Ça se traduit aussi un temps d'accélération que la loi ne peut plus évidemment assumer. Donc la délégation au roi, l'arrêté royal, permet évidemment d'assumer plus de flexibilité, plus d'adaptation rapide en vue de rendre les études en droit adéquates, en adéquation avec l'évolution de la société. Et puis nous avons la réforme de 67-69, et je m'arrêterai là, si vous me permettez, parce que sinon on va s'étendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les liens avec la faculté de philosophie et lettres sont abandonnés, puisque c'est la candidature en philosophie et lettres qui est abandonnée pour faire place à la candidature en droit que beaucoup d'entre nous ont connue, en 2 ans bien sûr, et la licence maintenant, on parle maintenant d'une licence et puis d'un doctorat en droit de 3 ans. Le doctorat en droit étant consacré comme la voie d'excellence dans la recherche, la voie d'excellence scientifique, celle que la plupart d'entre nous ici, je pense, suivent ou avons suivi. Donc qui appelle maintenant spécifiquement la défense d'une thèse de doctorat. Bon, tout ça c'est rapidement brossé, je suis conscient que c'est une histoire normative qui évidemment est assez sèche et parle peu de l'évolution de l'enseignement du droit, mais ce sont des jalons, et encore une fois ils nous permettent de saisir d'emblée un des axes majeurs de la prise en considération des problèmes que vivent les universités, les facultés de droit en particulier à la fin du XIXe siècle. Je me rends compte que je prends beaucoup de temps, donc je m'étends, et si on me laisse parler jusqu'au bout, je parlerai 3 heures. En fait. Donc on m'arrêtera en cours de route. Ça va ça va. Non, mais on peut dire quoi, jusqu'à 3h15, ça va peut-être là 25 minutes. Oui, mais de toute façon, après on discute et voilà. On verra ce qu'il en est. Voilà, j'essaierai de calibrer, tout à fait. Ce que je voudrais mettre en avant maintenant, donc, c'est ces facteurs de changement, peut-être. Ces facteurs de changement, ces facteurs de bousculement des facultés de droit, et en particulier de la faculté de droit de l'ULB, dès les années 1880. Je pense que les années 1880 sont le temps, la période qui doit être mise en avant. Alors, le problème de l'inadéquation du cadre légal se pose beaucoup plus tôt déjà. La formation de l'enseignement en sciences politiques et administratives, c'est déjà la manifestation d'une inadéquation. On a besoin de créer des choses. Il y a une insatisfaction par rapport au cadre légal. Mais évidemment, ce cadre, il est d'autant plus bousculé à la fin du XIXe siècle, et en particulier dans le dernier quart, qu'on est face à des événements sociaux, politiques, à une évolution scientifique, à une évolution des techniques qui est évidemment phénoménale. Alors, je peux prendre quelques points qui évidemment permettent de le mettre en avant. La crise économique que connaît la Belgique dans le cours des années 70 déjà, les développements industriels et les développements techniques, je pense les nouveaux développements industriels, le gaz, les débuts de l'électricité bientôt, on va voir l'automobile, je
pense au vélo aussi, parce que je travaille sur des objets un peu particuliers avec mes étudiants. Le vélo est un élément évidemment fondamental de l'évolution du droit dans la vie. Ça pose des problèmes relationnels, d'un nouveau droit qui doit investir la cité. Donc, des évolutions qui entraînent évidemment de nouvelles façons de penser le droit, alors de nouvelles matières évidemment, mais de nouvelles façons d'envisager la norme également. Et les destinataires de la norme, que l'on pense à la situation sociale de l'époque, le choc des grèves de 1886, qui entraîne cette prise de conscience des mouvements sociaux, de la condition ouvrière, les mouvements démographiques, la poussée de la classe moyenne, la lutte pour le suffrage universel, tout ça forme un contexte décisif pour bien comprendre dans quelle situation se trouvent les universités et en particulier les facultés de droit, puisque derrière ces évolutions, il y a du droit qui évolue. Ça va de soi. Alors je vais prendre une intervention du ministre en charge de l'instruction. Vous verrez que je finirai par parler assez peu de l'ULB finalement. Le ministre en charge de l'instruction, le ministre de Volder à la Chambre, à l'occasion de la discussion de la loi sur la collation des grades académiques, la future loi de 1890, qui pose le problème dans une perspective européenne. Allemagne, Pays-Bas, France. Vous voyez que c'est une histoire comparée qui peut se construire. Et il évoque l'encombrement des carrières libérales. Oui, donc il y a bien une poussée démographique, une poussée de la jeunesse, des classes moyennes, qui entraîne un vrai problème pour le politique. On lit dans les annales parlementaires que sur les bancs des universités, un trop grand nombre de jeunes gens incapables deviendront dans la suite des déclassés. Bon. On évoque... Oui, bien sûr. C'est formidable. En Allemagne, on assiste, dit-il, entre 1872 et 1889, à un doublement des effectifs universitaires. En France, c'est la même chose. En Belgique, également. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, ce n'est pas nécessaire. Il va citer les mots de Bismarck évoquant le prolétariat intellectuel. Voilà, dans cette actualité-là, qui en rappelle d'autres, évidemment. Bien, alors, ça c'est la situation catastrophique envisagée par le politique. Je vais le voir dans un instant, la vision du barreau sur cette catastrophe. Mais avant, il faut aussi concevoir donc l'importance de l'évolution scientifique. Et sous une influence allemande, il y a une nouvelle façon de penser le droit, l'enseignement du droit, pardon, à travers des groupes de réflexion, des groupes d'étudiants, on va les appeler bientôt, c'est le practicum, par ailleurs, il y a un mouvement en Allemagne qui inspire le monde académique en Belgique, qui est celui dans lequel on voit l'Allemagne, en fait, bénéficier, les enseignements en Allemagne bénéficient d'une très large liberté et dit-on, d'une efficacité. Donc on veut s'inspirer du modèle allemand pour envisager cette liberté des enseignements et cette manière d'envisager les méthodes d'enseignement. Donc, influence allemande. Il y a un besoin de scientificité, un besoin de sortir de la simple mémorisation des enseignements. Donc, à travers des enseignements de groupe, à travers des enseignements en droit comparé. J'aurai l'occasion de venir sur un détail éventuellement dans la suite de la discussion. Donc, un besoin de scientificité. Bon. Alors maintenant, je vais passer au barreau. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails sur les besoins des universitaires. Passons au barreau, parce que ça me paraît fort intéressant, dans la mesure où précisément, ça permet de mettre en avant cet autre versant
toujours très présent dans notre regard sur la formation, c'est l'aspect pratique, le besoin de formation pratique. Il y a évidemment donc une crise au barreau. Une crise au barreau qui est celle que constate le ministre de Volder à la Chambre. C'est l'encombrement des carrières libérales. Cet encombrement des carrières libérales, il est très perceptible dans les discours du barreau, et en particulier des jeunes avocats qui s'expriment au sein de la conférence du jeune barreau, cette part particulièrement active au sein du barreau, en l'occurrence du jeune barreau de Bruxelles. Constat que l'on fera je veux dire, de décade en décade, ou peut-être un peu plus, constat que le nombre des avocats est disproportionné par rapport au chiffre des affaires. Je veux dire que c'est constant, quasiment constant comme affirmation. En tout cas, de crise en crise, c'est évoqué. Le vœu de la conférence du jeune barreau, que les études soient rendues plus scientifiques et plus approfondies. Oui, plus scientifiques, en effet. Mais aussi qu'elles soient complétées, je cite, pour les jeunes gens qui se destinent au barreau ou à la magistrature par un enseignement et des épreuves professionnelles à l'université. Le stagiaire sortant de l'université ne connaît rien à la pratique, il est donc indispensable d'établir à l'université même des cours professionnels et vraiment pratiques. Donc il y a deux aspects dans cette perception du renouvellement, du renouveau de l'enseignement du droit au sein du jeune barreau, et au barreau d'une façon générale, on va le voir. C'est un approfondissement scientifique du droit, des études en droit, et d'un autre côté, l'autre versant, c'est un approfondissement pratique. Donc les deux sont présents. On va le voir, ils ne font pas vraiment la part des choses. Par contre, l'université, elle va faire la part des choses. Elle va soutenir que la pratique, c'est le lieu du barreau, la science, c'est le lieu de l'université. Chacun doit avoir sa sphère. Il faut bien entendu comprendre que c'est le barreau qui parle, ce sont des praticiens qui parlent, même si certains praticiens sont également académiques. C'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il y a cette ambivalence dans le discours, peut-être aussi, ce double aspect qui est un petit peu bancal. Le barreau évoque l'enseignement trop rudimentaire, trop superficiel, il souhaite des cours approfondis, il souhaite l'allongement des études, bon, mais il souhaite aussi que soient intégrés dans les programmes des cours pratiques. Je vous rappelle que, de toute façon, sur le plan légal, ce n'est pas possible en l'état, puisque le programme est contrôlé par l'État. Si ce n'est qu'il est possible de créer des cours libres. Et ce sera d'ailleurs le cas un peu plus tard, l'UNB notamment créera des cours libres pour développer d'autres aspects qui seraient négligés dans le cursus contrôlé. Clin d'œil que je trouve, évocation que je trouve intéressante et qui retrouve une certaine actualité maintenant, même si ça ne couvre pas tout à fait la même chose. Ils veulent que le barreau, le jeune barreau, souhaite que les étudiants assistent sous la direction de leurs professeurs à des audiences civiles. Bon, à des audiences civiles, commerciales, criminelles, et même à des audiences pro-lévisme. Et alors ils évoquent un terme qui fait florès aujourd'hui, hein, et qu'on tente à adapter dans nos universités, c'est la clinique judiciaire. Ces espèces de cliniques judiciaires compléteraient les explications théoriques données à l'université. On évoque donc la clinique judiciaire ou la clinique juridique, comme on va l'appeler aussi. Pardon ? On emploie. Tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Léon Hennebique, dans le journal Tribunaux, présente un avant-projet de clinique judiciaire. Et on est en quelle année là ? On est en 1894. Oui, c'est amusant. Oui, mais la clinique judiciaire ne vise pas évidemment à régler des cas réels, quoi, comme ceux que je vous avec le cas. Et c'est quoi alors ? C'est le TP il s'agit d'être dans... Oui, pour eux ce sont des TP, mais sans doute... dans la mesure où on assiste à des audiences, on peut penser qu'ils travaillent sur des objets vivants, même s'ils n'ont peut-être pas vocation à contribuer à la solution du litige. Ce qui me semble est le cas de la clinique maintenant. Donc ça, ce sont les vœux du jeune barreau.
Et donc j'insiste évidemment pour le barreau sur l'aspect de la professionnalisation de l'enseignement qui est nécessaire, à côté de son aspect scientifique. Le barreau lui-même, c'est-à-dire au-delà du jeune barreau, le Conseil de l'ordre et l'Assemblée générale de l'ordre vont aller pleinement dans le sens du jeune barreau. Pour eux, c'est la question primordiale pour l'avenir du barreau, c'est la réforme de son enseignement. Donc il y a vraiment un lien, une relation d'évidence entre le barreau et l'enseignement du droit et évidemment un flux de réflexion entre les deux, en particulier à Bruxelles. Pour le reste, c'est à voir. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la crise que connaît l'ULB et à l'occasion de la création de l'université nouvelle, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire pour avoir éventuellement une discussion. Simplement une chose, pour bien comprendre 2-3 éléments, donc, pour bien comprendre la situation. En 1892, l'ULB son conseil d'administration est composé de représentants, d'administrateurs divers et variés, mais enfin la majorité d'entre eux, la majorité du conseil d'administration, ce sont des libéraux doctrinaires, donc des libéraux conservateurs. Dans ce contexte, en 1890, de questionnement, de remise en question, de prise de conscience des mouvements sociaux, de renforcement de la pensée libérale progressiste, évidemment, il y a un phénomène de pression et de tension très forte au sein du conseil d'administration. Cette tension, elle éclate de la manière la plus vive lorsque, en 1892-93, est invité un géographe bien connu à l'époque, un géographe français qui s'appelle Élisée Reclus. Élisée Reclus est invité par j'oublie son nom, peu importe, qui sont acquis aux idées progressistes lui aussi. J'oublie son nom, mais je le connais bien, donc peu importe. C'est ridicule, mais ce n'est pas grave. Donc, Reclus est invité pour faire cours. Mais entre-temps, c'est la période, vous le savez, évidemment, des anarchistes. Et voilà que Auguste Vaillant jette une bombe dans le palais Bourbon. Et donc, évidemment, Reclus lui-même, lui-même favorable aux idées anarchistes, est inquiété. Son frère est particulièrement inquiété, mais l'enquête porte jusqu'à Élisée Reclus lui-même. Ceci évidemment pose problème au conseil d'administration de l'ULB, qui est majoritairement doctrinaire. Il y a donc un ajournement de l'invitation d'Élisée Reclus, et c'est à ce moment-là qu'éclate la crise, dans la mesure où les étudiants, une partie des étudiants vont entrer en rébellion pour soutenir l'invitation d'Élisée Reclus. Élisée Reclus va venir, soutenu par un comité dirigé par de jeunes avocats, anciens de l'ULB. Le premier d'entre eux, c'est Paul Janson. Oui. Paul Janson, figure libérale progressiste. Et puis autour de lui, il va y avoir Edmond Picard, il va y avoir, et puis la bande à Edmond Picard, si je puis dire, avec justement Léon Hennebic de la clinique judiciaire, Jacques Descressonnières, beaucoup de personnages qui sont issus du barreau et qui sont extrêmement actifs dans le barreau. Donc nous allons voir cette crise conduite par des libéraux progressistes qui sont aussi très actifs dans le barreau et qui vont conduire à la formation de cette université nouvelle qui a vocation à traduire un engagement libéral, un engagement libéral progressiste. C'est bien une université engagée que souhaitent fonder ces personnages, ces avocats anciens de l'ULB.
une université engagée dans son temps, une université engagée aux côtés, avec une prise de conscience des mouvements sociaux. Donc à cela, évidemment, il faut comprendre l'importance des sciences sociales qui émergent. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, des sciences sociales, la sociologie qui émerge. Il faut savoir qu'à l'ULB, en 86, on a repoussé la formation d'une chaire en sociologie, considérant que la sociologie n'était pas un objet défini et qu'elle se retrouvait dans toutes les matières, notamment de la philosophie, de la morale et du droit. Et voilà que donc la sociologie revient par la bande. Même si à l'ULB, dès 1888, je fais un peu des allers-retours, en 1888, la sociologie revient malgré tout à travers une école dite des sciences sociales. On va retrouver d'ailleurs à Louvain aussi. Et donc, l'importance de la sociologie, l'importance des sciences sociales dans la compréhension du droit, dans l'engagement pour l'évolution du droit, elle est revendiquée par l'Université Nouvelle. En réalité, la rupture n'est pas aussi forte. Les sciences sociales trouvent leur place peu à peu dans l'université libre, et d'ailleurs elles trouvent en effet leur place aussi dans d'autres universités. Mais ça reste à approfondir justement. Ce que je veux dire par là, c'est que et c'est une question, c'est une voie de recherche, c'est que lorsqu'on évoque l'importance de ce qu'on appelle le tournant sociologique en théorie du droit, je me demande si c'est vraiment dans l'état de questionnement, c'est vraiment peu de choses dans cet état, mais si on ne pousse pas un petit peu à l'excès l'importance de ce tournant sociologique, d'une part, si on ne pousse pas un peu trop, le rôle de l'Université Nouvelle, et si on ne pousse pas un peu trop à voir le rôle qui joue l'Université libre de Bruxelles. J'aimerais connaître le programme de l'école en sciences sociales de l'Université de Louvain, par exemple, ce que je ne connais pas. Des gens comme Quetelet étaient Louvain ou Quetelet, je le vois à Louvain, de mémoire. Ça peut être une indication. Ça peut être une indication. Mais dans l'ouvrage récent, tout à fait récent, qui est sorti là l'année passée, de Stevens et qu'est-ce que je dis, l'ouvrage sur le Geschiedenis van de Rechtsfaculteit, sur de Stevens et Laurent Walkens, pardon, on évoque simplement la création de l'école en sciences sociales et sans rien en dire. Donc on n'est pas assez d'indices pour avoir une vision critique sur l'impact du tournant sociologique et sa relation avec l'Université libre de Bruxelles. Bon, je peux passer certains points, me semble-t-il. Surtout, je voudrais terminer en... Donc, bon, je dirais un mot sur la suite de l'Université Nouvelle. L'Université Nouvelle est créée, effectivement, structurée en 1895. Elle poursuivra vaille que vaille ses enseignements jusqu'après la guerre. Elle prend fin au lendemain de la guerre. L'institution ferme ses portes au lendemain de la guerre. Ces derniers étudiants rejoignant les bancs de l'Université libre. Il faut dire évidemment que l'Université libre ne peut pas conférer de diplôme reconnu, puisque les universités, puisqu'elle offre un éventail de cours qui ne sont pas les cours reconnus par l'État. Évidemment, ça apparaît évidemment dans les discours, on voit évidemment l'importance du journal des tribunaux dans le soutien à l'Université Nouvelle. Le journal des tribunaux, c'est Edmond Picard, c'est Jacques Descressonnières, c'est Léon Hennebique, donc c'est l'Université Nouvelle. Mais revenons sur l'Université de Bruxelles pour essayer de nuancer maintenant cette rupture de l'université que crée l'Université Nouvelle. Nuance qui apparaît à la lecture d'un questionnaire
là aussi, on voit l'importance du barreau. Un questionnaire qui est remis par le barreau de Bruxelles, tant à la faculté de droit de l'Université libre qu'à l'Université nouvelle. Et l'objet étant, et que proposez-vous comme voie de réforme dans l'enseignement du droit? On va comparer les programmes, comparer les projets. On se rend compte, si on observe tant la lecture des procès-verbaux au cours des années 1880 que les réponses à cette enquête, à ce questionnaire, qu'en réalité, l'Université libre de Bruxelles intègre donc très largement les nouvelles matières. Mais même si ces nouvelles matières ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance officielle. Alors, un examen est éventuellement organisé, mais évidemment, l'évaluation est déforcée en ce sens que le diplôme est acquis sans la réussite de ces matières. Alors, je lis notamment qu'il est désirable de voir figurer au programme des facultés de droit des cours ayant pour objet la science sociale, la législation comparée, l'histoire des institutions juridiques, la législation industrielle, les droits intellectuels, l'anthropologie. Nous sommes en 1895. Et alors, évidemment, il évoque ceci. C'est oui, mais la réponse est celle-ci. Si les professeurs sont affranchis de l'obligation de préparer leurs élèves pour un examen minutieusement réglé, la réforme n'est possible que si les universités acquièrent la faculté de déterminer librement le caractère de l'enseignement qu'elles donnent et les procédés qui leur permettront de vérifier le mérite de leurs élèves. Et alors, il distingue bien, la faculté, le conseil de faculté distingue bien la part de la science, la faculté étant le lieu de la science, comme je vous le disais, de la part de la formation pratique. Je cite, « Les intérêts de la société seront suffisamment sauvegardés par l'intérêt professionnel qui seul donnera accès aux carrières libérales. » En deux mots, donc, séparation tranchée entre pratique et science. La science étant l'objet propre des études universitaires. Alors, il prévoit aussi l'introduction d'examens écrits. Vous voyez qu'à l'époque, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, ce n'est pas nouveau, on est revenu aux examens écrits en réalité, qui devraient précéder l'épreuve orale. Bon. Il prévoit un maintien du cours des droits romains, au même niveau que précédemment, ce que l'Université nouvelle aura tendance à vouloir marginaliser un tant soit peu. Et alors, les cours de sciences sociales qui pourraient être, dit-il, utilement établis, mais, encore une fois, leur introduction dans les programmes actuels est matériellement impossible, sous réserve des cours libres, et sous réserve des cours qui sont organisés par les professeurs de droit au sein de l'école de sciences sociales. Parce que l'école de sciences sociales est extrêmement investie, est investie essentiellement par les juristes, par les membres de la faculté de droit. Je vais simplement poursuivre par quelques tout petits éléments qui nous conduisent à comprendre vers où nous dirigeons au début du siècle. On voit en 1907 la formulation du souhait d'organiser des travaux de séminaire pour stimuler l'activité scientifique. Proposition retenue en 1907 de créer un séminaire de droit civil pour les étudiants de la faculté. En 1908, je vous donne, ce sont des illustrations de ce que l'on connaît à l'époque, apparaît un droit du Congo, évidemment, en 1908, dans la perspective de l'annexion du Congo. Séminaire de droit public et de droit administratif, séminaire de droit civil et de procédure civile. Et en 1909, on voit apparaître, par la bande, si je puis dire, la proposition de donner à un Janson, mais l'autre, Paul Émile, le cours libre, pas obligatoire évidemment, de propédeutique du barreau. Tiens, donc voilà que par la bande, en 1909, la formation à la profession d'avocat réapparaît à l'une. Comme quoi les choses ne sont pas évidentes et le temps produit des synthèses.
Et puis en 1910, et c'est notable, nous voyons l'organisation d'exercices pratiques en langue flamande, dit-on à l'époque. Et puis 1911, nous voyons pour la première fois, au-delà des séminaires, plutôt en deçà, si je puis le dire comme ça, en tout cas dans l'ordre des années, l'organisation des premiers exercices juridiques en candidature en droit. René Marc étant le premier titulaire des exercices juridiques en candidature en droit. Bon, voilà, là je respecte vraiment le temps, mais voilà, je voulais donc faire une plongée, non seulement une plongée générale, puis une plongée peut-être un peu plus particulière dans cette période. C'est parfois un peu décousu, vous m'excuserez, c'est souvent très frais comme recherche. Et donc, c'était l'occasion de voir évidemment à travers ce nœud qu'est cette période-là, ce temps tout à fait, cette période tout à fait particulière, comment se positionne un conseil de faculté, comment se positionne le barreau, comment le monde politique envisage les choses, même s'il y a évidemment matière à des approfondissements très nombreux. Voilà.